Bayeux et ses environs furent témoins d'un des plus grands événements de l'histoire. C'est ici que, 4 années après le désastre initial de la France et des Alliés, débuta la victoire finale des Alliés et de la France. En même temps, c'est ici que, sur le sol des ancêtres, réapparut l'État. L'État légitime, parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation. L'État préservé des ingérences de l'étranger, l'État capable de rétablir autour de lui l'unité nationale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de porter la victoire à son terme, en commun avec les Alliés, de traiter d'égal à égal avec les autres grandes nations du monde, de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction. Si cette grande œuvre fut réalisée en dehors du cadre antérieur de nos institutions, c'est parce que celles-ci n'avaient pas répondu aux nécessités nationales et qu'elles avaient d'elles-mêmes abdiqué dans la tourmente. Le salut devait venir d'ailleurs. Il vint d'abord d'une élite spontanément jaillie des profondeurs de la nation et qui, bien au-dessus de toute préoccupation de parti ou de classe, se dévoua au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Elle n'y eut point cependant réussi sans l'assentiment de l'immense masse française. Celle-ci, en effet, dans sa volonté instinctive de survivre et de triompher, n'avait jamais vu dans le désastre de 1940 qu'une péripétie de la guerre mondiale où la France servait d'avant-garde. Cette première partie du discours de Bayeux que vous venez d'entendre est d'abord une affirmation de la légitimité incarnée par De Gaulle dès le 18 juin 1940. Premier point, De Gaulle qui prend l'avion pour Londres le 17 juin, le 18 juin, au micro de la BBC, explicite sa position. La France a perdu une bataille, dit-il, mais il n'a pas perdu la guerre, car cette guerre est mondiale. Deuxième point, c'est le discours, à mes yeux, beaucoup plus remarquable du 22 juin 1940. Ce n'est pas seulement l'honneur, dit De Gaulle, mais c'est aussi l'intérêt de la France que de continuer le combat. Que resterait-il en effet de la France si elle se retirait d'une guerre mondiale où le camp de la liberté aurait fini par l'emporter? Donc, vous voyez la vision. Ce n'est pas seulement l'honneur, mais c'est l'intérêt à long terme de la France d'être parmi les vainqueurs d'une guerre où la démocratie finirait par l'emporter. Et cela au milieu du drame qu'a été l'effondrement de la France en 1940. Pour De Gaulle, il le dit, la servitude ne conserve que l'apparence de la souveraineté réelle. Celle-ci est donc transportée du côté de la France qui résiste, du côté de ceux qui, dit-il, n'ont jamais cédé. Et vous savez qu'ils étaient quelques milliers seulement à Londres pour le premier 14 juillet. Le premier critère, je vous l'ai dit, c'est l'intérêt de la nation. Le deuxième, c'est l'adhésion. L'assentiment, dit De Gaulle, de l'immense masse française. Les choses là sont évidemment un peu plus difficiles parce que ce deuxième critère de la légitimité, dans l'esprit de Gaulle, il vient évidemment par surcroît. Il faudra attendre, en fait, vous le savez bien, 1944, pour que De Gaulle recueille l'assentiment explicite de l'immense masse française. De Gaulle a clairement anticipé ce deuxième fondement de la légitimité en juin 1940, mais c'est cette conception de la légitimité qui était la sienne et le sentiment qu'il servait l'intérêt supérieur de la France, qui est à la base des institutions, d'abord de la France libre, celle qu'il met en place à l'automne 1940, du Comité français de libération nationale, constitué en juin 1943 en Afrique du Nord,
qui venait d'être libéré par les Américains. Et c'est la base aussi sur laquelle est construit le gouvernement provisoire de la République française, proclamé le 3 juin 1944, c'est-à-dire 3 jours avant le débarquement, qui est du 6 juin. C'est donc à Bayeux que le général de Gaulle, refusant le projet d'une administration américaine des territoires libérés, installe le 14 juin 1944, très exactement 8 jours après le débarquement, François Coulet comme premier commissaire de la République, c'est-à-dire préfet de région du gouvernement provisoire. 8 jours seulement, donc, après que les troupes alliées aient débarqué. C'est devant l'accueil enthousiaste réservé à De Gaulle par la population de Bayeux, puis ensuite des autres villes libérées, que le gouvernement des États-Unis, au fond assez hostile à De Gaulle, se convainc qu'il doit renoncer à considérer la France comme un pays occupé sur lequel on installerait une administration qui serait l'AMGOT, l'administration américaine avec une monnaie américaine, et qu'au fond, il doit admettre que ces territoires sont des territoires non pas occupés, mais libérés, et qui sont soumis à l'autorité du gouvernement provisoire de la République française. De Gaulle, vous le remarquez, se place exclusivement du point de vue de la France. Il dit « Le désastre de 1940 n'est qu'une péripétie de la guerre mondiale où la France servait d'avant-garde. » Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que je voudrais vous inciter à réfléchir à l'histoire de notre pays. Avant-garde. Le mot est pesé. En 1940, en effet, la France ne peut compter ni sur les États-Unis, englués dans leur isolationnisme, et qui en 1936 font déjà connaître leur opposition à une intervention militaire de la France pour s'opposer à la réoccupation de la rive gauche du Rhin par Hitler, qui était pourtant démilitarisée par l'une des clauses du traité de Versailles, et qui était la seule occasion où la France pouvait abattre le régime nazi, car l'armée allemande n'aurait pas suivi Hitler. La France, en 1940, ne pouvait pas davantage compter sur l'URSS, fourvoyée dans le pacte Hitler-Staline d'août 1939, et même sur la Grande-Bretagne, dont, je vous le rappelle, seulement 8 divisions ont été mises en ligne dans la bataille de France. La France, donc, est seule. Elle est, de surcroît, divisée entre les partisans de l'armistice et ceux d'un transfert de gouvernement en Afrique du Nord. Nos classes dirigeantes choisissent la défaite. Pour De Gaulle, le pan-germanisme n'a pas admis sa défaite de 1918, et à travers Hitler, il veut sa revanche. Naturellement, Hitler n'est pas Guillaume II, il introduit une discontinuité radicale, que ce soit clair, dans l'histoire allemande et européenne. À cet égard, un historien révisionniste allemand, très contesté, mais enfin, qui est quand même un grand historien, Ernst Nolte, n'a pas tort de parler de guerre civile européenne, parce qu'à partir de 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie, en 1920, Mussolini à Rome, en 1933, Hitler en Allemagne, et cela crée une polarisation de ce qu'on appellerait l'antagonisme entre les classes sociales. D'un côté, il y a un camp qui est polarisé par l'URSS, et de l'autre, un camp qui est polarisé par l'Allemagne nazie. Si la France retrouve son rang en 1945, je vous rappelle qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'était pas évident. On lui donne une zone d'occupation en Allemagne, et même en Autriche. Elle est à la table des vainqueurs. Elle reçoit la capitulation de Keitel à Reims. Et si elle retrouve son rang, c'est parce que Churchill n'a pas oublié le sacrifice des poilus de 1914-18 et l'écrasant tribut payé par la France, 1,4 million de morts, 3 millions de blessés au cours du premier conflit mondial. Je reviens à De Gaulle. Pour lui, il n'est pas douteux qu'il incarne la légitimité dès le premier jour, parce qu'il a continué le combat. Un combat qui est celui de la France, parce qu'il est celui de la liberté.
Ça va de pair. Cette conception de la légitimité renvoie à l'idée que les Français peuvent se faire d'eux-mêmes et de leur histoire. Parce que ce n'est pas une question anodine de savoir qui était la légitimité de 1940 à 1944 et qui nous étions. Si nous sommes capables de continuer notre histoire, nous sommes aussi capables d'intégrer de nouvelles générations de Français venus d'ailleurs. Alors, il faut faire aimer la France, comme Bernanos, qui, à l'époque, réfugié au Brésil, en juin 1940, ayant eu dans son exil un lointain écho de l'appel du général de Gaulle à Londres, incitait ses compatriotes à se ranger du côté de l'histoire de France. Ils ne savaient même pas ce qu'était le contenu de l'appel du 18 juin. Elle disait, j'ai entendu que cet appel a existé. Alors, il faut vous ranger du côté de l'histoire de France. Donc, cette histoire-là n'a pas besoin seulement d'être apprise. Elle a surtout besoin d'abord d'être comprise, acceptée, endossée, si je puis dire, par la parole publique. Elle pourra alors être enseignée. Si le récit national, au XXe siècle, redevient audible, alors De Gaulle n'aura pas existé pour rien. Et notre histoire n'aura pas été inutile, puisque nous pourrons la continuer. C'est ainsi également qu'on refera un peuple de citoyens. Donc, une fois assuré le salut de l'État dans la victoire remportée et l'unité nationale maintenue, la tâche par-dessus tout urgente et essentielle était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Si l'on peut regretter que l'édifice reste à construire, chacun convient certainement qu'une réussite quelque peu différée vaut mieux qu'un achèvement rapide mais fâcheux. Au cours d'une période de temps qui ne dépasse pas 2 fois la vie d'un homme, la France fut envahie 7 fois et a pratiqué 13 régimes, car tout se tient dans les malheurs d'un peuple. Tant de secousses ont accumulé notre vie publique, des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. La rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental qui met toujours tout en question et sous lequel s'estompent trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent qui tient au tempérament national, aux péripéties de l'histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l'avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent afin de préserver le crédit des lois, la cohésion des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. C'est qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. Comment et pourquoi donc on finit chez nous la première, la deuxième, la troisième République? Comment et pourquoi donc la démocratie italienne, la République allemande de Weimar, la République espagnole, firent-elles place au régime que l'on sait? Certes, il est de l'essence même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent, par le suffrage, d'orienter, suivant leur conception, l'action publique et la législation. Mais aussi, tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, judiciaires, soient nettement séparés et fortement équilibrés, et qu'au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. En 1946, la France est ruinée, affaiblie, à tout point de vue, physiquement et moralement. Le monde est dominé par les États-Unis et l'Union soviétique. Tout est à refaire, et pourtant il y a des gens audacieux. Le programme du CNR est un programme très audacieux. Dans cette France ruinée, on crée la sécurité sociale. On nationalise les secteurs de base. On jette
l'épure d'un premier plan de développement. Et le général de Gaulle prétend construire des institutions nouvelles, mais il est dans un creux de sa vie. Il a quitté le gouvernement en janvier 1946, et même François Mitterrand me disait, si vous saviez, j'étais dans l'assemblée consultative du gouvernement provisoire, mais ils étaient odieux avec le général de Gaulle, auquel il devait tout. J'ai encore ça dans l'oreille. Et Charles de Gaulle a pensé qu'il allait être rappelé. Pas du tout. Tout le monde s'en foutait. Et le mois de juin arrive, il fait ce discours de Bayeux pour dire les institutions dont la France a besoin pour ne pas tomber aussi bas qu'elle est tombée. Et je dirais, de Gaulle voit bien qu'il y a ce principe dynastique rejeté, et puis d'autre part, les errements du régime d'assemblée, et il entend remédier à cette tension à laquelle on n'a pas trouvé jusqu'alors de touche. Peut-être la Troisième République à ses débuts, mais ça peut se discuter. De Gaulle est à la recherche donc d'institutions nouvelles qui, dit-il, compensent par elles-mêmes les effets de notre effervescence nationale. Certes, de Gaulle fait leur part à l'opinion au suffrage. Il est, dit-il, de l'essence de la démocratie que l'opinion et le suffrage puissent orienter l'action publique et la législation. Mais il pose deux principes qui, au fond, n'en forment qu'un seul. Premièrement, la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, fortement équilibrée, dit de Gaulle. En clair, il refuse le régime d'assemblée où le législatif absorbe l'exécutif. Deuxième principe qui étaye le premier est celui d'un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. C'est de Gaulle qui s'exprime. Mais comment établir cet arbitrage sans revenir à la monarchie dont les Français, justement, ne veulent plus? C'est la caractéristique même des institutions nouvelles que de Gaulle propose que de faire élire le président de la République, dont les pouvoirs sont considérablement étendus par un collège plus large que le Congrès, qui réunit les deux assemblées. Un collège qui, en fait, va noyer les parlementaires sous la masse d'élus locaux. Et vous savez peut-être qu'en 1958, il y avait un collège d'à peu près 90 000 grands électeurs qui élisaient le président de la République. De Gaulle va d'ailleurs tâtonner, puisqu'il propose ce collège de notables en 1958, et en 1962, il va proposer l'élection du président de la République au suffrage universel. Michel Debré parlera, dans ces années-là, de monarque républicain, pour qualifier le président de la République gaullien. Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des députés, la vie locale, elle aussi, a ses tendances et ses droits. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre dont, pour l'essentiel, nos conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire d'autre part des représentants des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même de l'État, la voix des grandes activités du pays. Donc, De Gaulle propose d'introduire dans la composition du Sénat les représentants des grandes activités du pays. Vous savez que c'est la proposition qu'il fera en avril 1969. Pas de chance, il n'a pas pour lui, et peut-être pour la France, enfin, je n'en sais rien. Son projet ne
réunit pas la majorité des votes, De Gaulle est mis en minorité et il se retire en vertu d'un principe implicite sur lequel j'aimerais quand même vous faire réfléchir. L'arbitre national qui était le président de la République devait toujours jouir de la confiance populaire. Et De Gaulle a toujours su s'appuyer sur le résultat des élections, des référendums, pour associer le pays à son action. Jusqu'au jour où il n'a plus cette majorité. Mais à ce moment-là, il s'est retiré et vous savez qu'il est mort 1 an plus tard. Comme ça arrive souvent aux hommes politiques qui se retirent. C'est une des raisons pour lesquelles il ne veut jamais se retirer. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline serait-elle maintenue à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n'était à son poste que le mandataire d'un parti. C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large, et composé de manière à faire de lui le président de l'Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État, la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes, avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui la mission de nommer les ministres, et d'abord, bien entendu, le premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. À lui la tâche de présider les conseils du gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. À lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le Conseil, soit dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui, s'il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et les traités conclus par la France. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler quand, sans relâche, nous sommes portés à nous diviser contre nous-mêmes. Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre, groupée sous l'égide d'un État fort. Alors évidemment, c'est là la partie qu'on retient du discours de Bayeux, celle qui concerne les institutions, et ce discours est évidemment la matrice des institutions de la Ve République. D'abord, la hantise du général de Gaulle, c'est le gouvernement des partis, la dissension à l'intérieur même de l'État. J'ai posé moi-même en 1983 une assez forte maxime qu'on rappelle toujours, un ministre ça ferme sa gueule, s'il veut l'ouvrir, ça démissionne. On le met toujours de rappeler dans quel contexte j'ai prononcé cette phrase en février 1983, à la veille d'un arbitrage décisif pour ou contre l'alignement du franc sur le marque plus fort, surévaluation qui ne pouvait que gravement pénaliser notre industrie dans la durée, compte tenu des différentiels de compétitivité et d'inflation entre les deux pays. Voilà, maintenant je vous ai éclairé sur un aspect qui est toujours gommé dans nos médias. Revenons à De Gaulle. Comment faire que des institutions procèdent l'ordre dans l'État? Le principe qui fondera plus tard les institutions de la Ve République est posé à Bayeux, c'est du chef de l'État placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État d'accorder, dit De Gaulle, l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. On voit donc très bien le système. Il y a une majorité au Parlement, le président choisit le Premier ministre qu'il juge le plus apte ou le plus commode dans cette majorité. Mais voilà, la question, c'est comment faire que le président de la République soit vraiment le garant de l'intérêt général.
Charles de Gaulle avait taillé un costume à sa mesure. Une fois la crise algérienne surmontée, vous vous souvenez peut-être d'un dîner de l'ALMA qui avait réuni les chefs des partis qui avaient dominé la 4e République. Il y avait la Pinay, Guy Mollet et quelques autres. Ils avaient considéré que l'intermède de Gaulle était terminé et qu'aux prochaines élections présidentielles, ils allaient pouvoir imposer un candidat commun qui serait le successeur du général de Gaulle. Celui-ci n'a pas entendu de cette oreille, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne veux pas en juger, et c'est la raison pour laquelle il a proposé au référendum l'élection au suffrage universel du président de la République. En automne 1962. Et depuis 1965, les Français élisent donc directement au suffrage universel leur président de la République. Ce mode de scrutin, qui paraît bien enraciné, assure-t-il pour autant que le président de la République devienne ainsi l'homme de la nation? Ça, c'est une question que moi je me pose et que je vous pose aussi. Conçue pour faire obstacle au retour du gouvernement des partis, la Ve République a fini par y revenir. Alors, je vous pose la question, est-ce que l'intuition initiale du général de Gaulle n'aura-t-elle tourné qu'un immense échec, livrant à nouveau l'État aux combinaisons des partis? Il me semble que la réponse doit être plus nuancée. D'abord, l'élection au suffrage universel par le peuple tout entier donne au président de la République une légitimité incomparable. Regardons maintenant nos institutions plus de 50 ans après. Il me semble que nos institutions, en plus d'un demi-siècle, ont d'abord montré leur plasticité. Mais elles ont aussi beaucoup évolué. 2 points. La législation, dans la majorité des textes adoptés par le Parlement, 60%, transpose les directives de Bruxelles, sur lesquelles aucun vrai contrôle démocratique ne s'exerce. La plupart de ces directives sont élaborées à partir de traités obsolètes, qui codifient le néolibéralisme, triomphant des années 1980-90, c'est le cas de l'acte unique, 1985-87, et du traité de Maastricht, 1992. Ou bien alors, ce sont des textes qui reprennent les dispositions du projet de constitution européenne, rejeté par le référendum du 29 mai 2005 à 55% de majorité. C'est le traité de Lisbonne, adopté en 2008 par un congrès où la majorité de M. Sarkozy n'a pu l'emporter qu'avec le soutien implicite du PS. D'énormes délégations de compétences ont été consenties à travers de vrais dénis de démocratie, à des oligarchies imprégnées d'esprit néolibéral, sur lesquelles, je le répète, aucun contrôle démocratique ne s'exerce. Un dernier exemple, le traité budgétaire européen, négocié en mars 2012 par Nicolas Sarkozy, est ratifié en octobre sous son successeur, sans aucune négociation véritable. Une deuxième évolution qui me frappe dans nos institutions depuis 50 ans, c'est l'accroissement phénoménal des pouvoirs du Conseil constitutionnel, véritablement érigé en 3e chambre, avec la possibilité de saisine par 60 députés ou sénateurs, ou même aujourd'hui par la question préalable de constitutionnalité que tout citoyen peut exercer devant les tribunaux. La place de cette 3e chambre dans nos institutions et sa composition mériteraient d'être débattues, repensées et profondément recadrées. Le Parlement, donc, a rarement été aussi diminué qu'il ne l'est aujourd'hui. Si je ne suis pas, pour ma part, partisan d'une 6e République, je vais quand même vous dire de quoi je suis partisan. Je suis partisan d'une 5e République plus parlementaire. Le président, pour moi, doit redevenir l'homme de la nation. Et un arbitre fort, bien entendu, pas un arbitre sportif. Il faudrait, me semble-t-il, renforcer les pouvoirs du Premier ministre pour tout ce qui ne relève pas des compétences de politique étrangère et de défense, qui sont, par excellence, celles du président de la République. Un allongement à 6 ans du mandat présidentiel, ça c'est mon remords, renforcerait le rôle du président au-dessus des partis et revaloriserait la fonction du Parlement. Ainsi seraient mieux marquées les origines et les fonctions différentes du pouvoir présidentiel et du pouvoir de l'Assemblée nationale. On pourrait même aller plus loin, introduire des élections de mi-mandat, comme aux États-Unis. Et pour conclure, je voudrais vous dire ce qui me paraît l'essentiel. Rien ne remplacera en fait la vertu des hommes. Voilà le commentaire que je voulais faire 69 ans après
du discours de Bayeux. Un vrai discours d'homme d'État, parce que, essayant de ramasser toute l'histoire dans l'expérience d'un dirigeant qui a été le vrai grand stratège que la France a eu au XXe siècle. Monsieur Chevènement, j'ai une question à propos des primaires. Pensez-vous, elles ont été organisées, les primaires ouvertes, elles ont été organisées la première fois en 2011 par le Parti Socialiste et le PRG. Elles seront a priori organisées par l'UMP, peut-être l'UDI, en 2016. Pensez-vous que ces primaires renforcent le gouvernement des partis ou qu'au contraire, le principe libère le candidat à la présidentielle de l'emprise des partis? Honnêtement, elle renforce le système des partis, puisque d'emblée on pose le principe qu'il y a des gens de droite, ou qui se sont de droite et du centre, donc ils souscrivent à l'engagement, disant qu'en tant que sympathisants de la droite et du centre, et de l'autre côté on leur demande de se dire sympathisants de la gauche, à ce moment-là ils peuvent voter. Mais est-ce qu'on leur a demandé ce que signifie la droite, le centre, la gauche? Qu'est-ce qu'ils y mettent là-dedans? Donc on est prisonnier d'une structure bipartisane en fait, et il faut espérer que les Français seront capables de se dégager de cette institutionnalisation du bipartisme qui naturellement donne lieu à un concours d'émulation dans les sondages devant l'opinion et qui réduit encore, je dirais, la vue des hommes politiques qui est assez basse, au court-termisme. C'est-à-dire qu'ils regardent les sondages et puis voilà, ils font ce qu'il faut pour plaire à l'opinion au jour le jour. C'est le règne de la communication, le règne de la com'.